La Ligue panafricaine Moja a été créée en 2010, mais le panafricanisme en tant que tel, c'est un mouvement qui a plus de 200 ans d'existence. Le terme panafricanisme en tant que tel, il apparaît autour de 1900, lors d'une conférence panafricaine qui a lieu à Londres. Mais l'idée même de panafricanisme, elle apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Elle apparaît au moment de la Révolution haïtienne. Donc, ce sont les Africains de Saint-Domingue, colonie française, perle des Antilles, colonie la plus riche du Nouveau Monde, symbole du capitalisme le plus radical et le plus cruel, qui a accueilli plus de 500 000 esclaves africains, enfin africains captifs au cours du XVIIIe siècle, qui va connaître un certain nombre de chambardements dans le sillon de la Révolution française. Donc cette révolution haïtienne s'inscrit dans le cadre des révolutions françaises, également des révolutions américaines. Et cet élément, il est, je pense, assez important parce qu'il permet de comprendre que le panafricanisme, en tant qu'historiographie, dans l'histoire des idées, il correspond au courant de l'époque contemporaine de l'histoire de l'Afrique. L'histoire contemporaine de l'Afrique ne commence pas en 1960 avec les indépendances entre guillemets, mais cette histoire contemporaine, que ce soit pour l'Afrique ou que ce soit pour le reste du monde, puisque en historiographie, l'époque contemporaine commence à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française, cette époque contemporaine commence aussi pour les Africains à la fin du XVIIIe siècle. Et l'indépendance d'Haïti, qui est également la première abolition de l'esclavage décrétée par des esclaves eux-mêmes, va faire entrer les Africains dans l'histoire des relations internationales. Donc le panafricanisme, c'est aussi l'histoire du système international tel qu'il est vu ou tel que les Africains cherchent à le construire. Haïti, ce n'est effectivement pas sur le continent africain, c'est dans ce qu'on appelle entre guillemets la diaspora. Au terme Afrique et diaspora, dans la vision panafricaniste, nous préférons l'expression famille africaine mondiale, Global African Family, pour bien souligner que les luttes qui concernent les populations africaines déportées ou descendantes ou aujourd'hui migrantes en dehors du continent est reliée aux luttes qui se passent également sur le continent et que ce qu'on appelle entre guillemets diaspora, où qu'elle soit située, constitue également un pouvoir politique qui doit être relié en fait aux luttes qui se passent sur le terrain. Donc voilà pour cet aspect-là. Ensuite, dans ces principales cibles, l'idée panafricaniste va s'opposer à un certain nombre d'autres idéologies, principalement le racisme, le colonialisme et le capitalisme, qui sont les trois systèmes idéologiques qui vont être construits en référence au sort de l'Afrique et des Africains. Et le panafricanisme va à chaque fois chercher à trouver des solutions ou des réponses aux questions qui se posent et que se posent les Africains par rapport à ces trois systèmes. Donc j'en arrive à 1900. Donc 1900, nous avons la première conférence panafricaine à Londres, qui est organisée par un Antillais qui s'appelait Henry Sylvester Williams, qui venait de Trinidad et Tobago, qui était avocat. À l'époque, il n'était que étudiant à Londres. Mais il va être approché par un certain nombre d'Africains qui se plaignent du fait que, en 1900, donc on est 15 ans après la conférence de Berlin, donc l'Afrique a été partagée en zones d'influence. Donc ces Africains se plaignent du fait que les Européens se sont accaparés la terre. Et cette question de la terre, elle est éminemment centrale dans l'idée du panafricanisme. On ne peut pas vendre la terre de nos ancêtres, on ne peut pas l'aliéner, il faut la récupérer, il faut sauvegarder la terre. Donc cette conférence panafricaine va être le début d'un long mouvement qui va durer plus d'un siècle pour justement libérer la terre africaine de la domination et de la tutelle coloniale. Il va y avoir ensuite en 1919 un premier congrès panafricain qui va être organisé par un intellectuel noir américain qui s'appelait William Edward Burgard Du Bois, qui est très peu connu alors qu'il est le père de la sociologie américaine. C'est lui qui a réalisé les premiers travaux de sociologie américaine en s'intéressant notamment à la condition des Noirs de Philadelphie. Il va réaliser les premières études systémiques sur la pauvreté aux États-Unis. Il a été notamment élève de Max Weber en Allemagne. Il va être également influencé par la figure de Bismarck. Donc, dans l'élaboration du panafricanisme, il va y avoir un certain nombre de va-et-vient avec d'autres mouvements en pan. Donc le pangermanisme, le panslavisme, le panarabisme. Et cet échange de références va faire du panafricanisme un espace de discussion, un espace d'échange et de débat extrêmement
extrêmement fertile. Donc sur ce premier congrès de 1919, Du Bois va l'organiser avec le soutien très modéré d'un député français du Sénégal qui s'appelait Blaise Diagne, qui avait été notamment en charge du recrutement des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, en promettant à ces tirailleurs qu'en donnant leur sang, ils auraient les mêmes droits que les Français. Donc ensuite, entre Du Bois et Diagne, il va y avoir une certaine distance qui va aboutir à une scission entre ce qu'on appelle le courant francophone et le courant anglophone. Donc le courant francophone va être quasiment annihilé dès le départ, et ce sont les anglophones qui vont principalement maintenir la dynamique du panafricanisme. Un dernier élément important, en 1919, nous sommes après la Première Guerre mondiale, et les Africains, lors de ce congrès, qui est organisé donc à Paris, ont un plan pour l'Afrique. Ils ont notamment un plan pour les colonies allemandes, en estimant que les colonies allemandes doivent être rétrocédées aux populations africaines et gérées par des Africains. Bien évidemment, ce plan ne sera pas accepté, et en lieu de cela, on va mettre en place la Société des Nations avec les mandats qui vont être mis en place et administrés par la France et la Grande-Bretagne, notamment sur le Rwanda-Urundi ou le Cameroun. Donc ensuite, sur cette année-là, il va y avoir également un autre événement important lors de ce congrès-là. Ce sont toutes les premières accusations contre le panafricanisme. Nous sommes dans la période où la révolution russe a un sort encore incertain, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer, donc il y a déjà des suspicions. On se dit que les panafricanistes, finalement, ce sont des communistes. Ils sont là pour remettre en cause la propriété privée. Leur projet est un projet totalement utopique, donc il faut les surveiller de près. En 1921, il y aura un second congrès panafricain qui sera organisé notamment à Bruxelles, avec le soutien de la Ligue contre l'impérialisme. Donc, à cette époque-là, il y a déjà des connexions entre les panafricanistes et d'autres mouvements anti-impérialistes, également anticolonialistes. Et lors de ce congrès-là, il y a un jeune intellectuel congolais, Paul Panda Farnana, qui va prendre la parole pour le cas du Congo et qui va expliquer qu'il est extrêmement important que le cas du Congo soit au cœur des enjeux du panafricanisme. Or, à l'époque, il y avait sur le territoire du Congo un certain nombre de révoltes et d'émeutes qui ont été, encore une fois, mises au crédit, entre guillemets, de la mouvance communiste. Donc cette mouvance communiste et une autre mouvance qui apparaît également à la fin des années 10, début des années 20, qui est le mouvement de Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est un leader jamaïcain qui, dans sa jeunesse, a organisé une grève dans le journal qu'il détenait, enfin, dans le journal pour lequel il travaillait, c'était en réalité le journal de son oncle, et qui va ensuite décider de voyager à travers toute l'Amérique centrale. Donc on est dans les années 1900, donc Canal de Panama, United Fruit Company, donc il y a tout l'impérialisme américain qui se déploie déjà au niveau de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et en voyageant dans tous ces pays-là, il va être frappé par la condition des Noirs qui sont encore une fois exploités. L'esclavage a été aboli, mais il se rend compte que partout où il passe, ce sont les Noirs qui sont utilisés comme main-d'œuvre malléable, et qu'à chaque fois, cela pose un certain nombre de problèmes économiques et sociaux. Il va ensuite partir en Angleterre, où il va travailler pendant 1 an dans un journal qui s'appelle The African Times and Orient Review, donc un journal qui est créé par un militant égyptien, égypto-soudanais qui s'appelait Diouf Mohamed Ali, qui va faire la connexion entre les mouvements africains, caribéens, asiatiques et arabes. À cette époque-là, en constituant déjà ce qui pourrait être la première internationale ou le premier bandung avant l'heure. Et avec toute cette expérience-là, Marcus Garvey va revenir en Jamaïque, puis ensuite il va partir s'installer aux États-Unis, à Harlem, et là il va essaimer dans le milieu noir américain, et il va créer cette première internationale, donc l'UNIA, l'organisation pour l'émancipation des Noirs à travers le monde. Donc cette organisation-là va être entre guillemets rivale à celle de Du Bois, qui était beaucoup plus élitiste. Donc il y a également dans le panafricanisme ce clivage entre ce qu'on appelle un panafricanisme entre guillemets élitiste et un autre plus populaire, un panafricanisme intellectuel et un autre plus profane. Et tout cela va évoluer au cours des années 20, au cours des années 30. Et il va y avoir une rupture qui intervient en 1929 avec la crise. Pourquoi la crise ? Parce que tous ces mouvements-là étaient menés par des bénévoles qui mettaient leurs propres moyens au soutien de la cause.
Ils voyageaient sur leurs propres fonds, ils organisaient tout avec leur propre argent, ils n'avaient le soutien d'aucun État, puisqu'à l'époque, les seuls États indépendants, donc Haïti, l'Éthiopie et le Libéria, n'avaient pas les moyens de soutenir un projet panafricaniste. Donc c'était des intellectuels, des travailleurs, des femmes, des jeunes, qui organisaient eux-mêmes le mouvement, donc qui s'auto-formaient d'une certaine manière. Et en 1929, avec la crise, les premiers à perdre leur emploi, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, c'étaient les Noirs. Et les derniers à retrouver un emploi lorsque la croissance, entre guillemets, reprend, ce sont les Noirs. Et cette croissance, elle reprend en grande partie grâce à la pression qui va être faite sur les économies coloniales d'Afrique et de la Caraïbe, qui vont être ponctionnées de manière extrêmement difficile. Toujours dans cette dynamique des années 30, il va y avoir la montée des fascismes. Et un événement extrêmement important dans la renaissance, entre guillemets, du panafricanisme sera l'agression de l'Éthiopie, de Haïlé Sélassié, par l'Italie de Mussolini en 1935. Je passe sur les détails, mais lors de cet événement-là, les Africains vont constater une fois de plus que la Société des Nations est un leurre, que l'Éthiopie a beau être membre de la Société des Nations, elle peut se faire agresser par n'importe qui pour n'importe quel prétexte. On a beau demander aux autorités britanniques d'intervenir, on se rend compte qu'il y a des plans secrets entre les Britanniques et les Italiens pour se partager, par exemple, les eaux du Nil bleu. Donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Donc des militants vont relancer le mouvement, ils vont s'organiser à partir du soutien à la résistance éthiopienne. Et c'est dans cette dynamique-là que d'autres personnages vont apparaître, notamment un militant très engagé dans toute la mouvance communiste qui va se désolidariser de Staline, qui s'appelait Georges Padmore, qui était notamment le dirigeant du bureau nègre de l'internationale communiste à Hambourg, qui va ensuite se désolidariser de toute cette mouvance-là, qui va être expulsé tout simplement du mouvement communiste. Également un autre personnage, Ras Makonnen, qui en réalité s'appelait George Griffith, qui était originaire de la Guyana, donc colonie britannique en Amérique du Sud, qui était venu étudier à Copenhague et qui va en fait découvrir que c'était les Danois qui vendaient aux Italiens le gaz qui était utilisé contre les civils éthiopiens. Donc il va publier un article dessus, donc il va être immédiatement expulsé. Le problème, c'est qu'en tant que citoyen guyanais, la Guyana n'est pas un État, donc il dépend de Londres, donc il va être expulsé en Angleterre. Donc il va se retrouver en Angleterre avec George Padmore, avec un autre militant qui s'appelait Cieler James, également originaire de Trinidad, qui va écrire à cette époque-là un livre qui est traduit aujourd'hui sous le titre des Jacobins noirs, qui raconte l'histoire de la révolution haïtienne du point de vue des Africains. Donc qui va être le premier grand ouvrage panafricaniste. Parmi eux, il y aura également un autre jeune étudiant qui s'appelait Eric Williams, qui va écrire un ouvrage qui s'appelle Capitalisme et esclavage, dans lequel il va démontrer comment l'esclavage et la traite, et notamment le commerce sucrier, a bâti la puissance et le capitalisme des nations occidentales. Donc ça va être également le début d'une remise en cause de tout le système économique mondial et international. Et enfin, un dernier personnage, sans doute le plus important, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, c'est un jeune homme qui est né au Ghana dans les années 1900, qui va étudier localement sur place, qui va un jour être approché par un autre militant originaire du Nigeria qui s'appelait Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe revenait des États-Unis où il avait été proche de George Padmore. Et lorsque Nnamdi Azikiwe revient et qu'il rencontre Kwame Nkrumah, il explique à Kwame Nkrumah: écoute, tu es sujet de l'Empire britannique. Si tu veux abattre le colonialisme britannique, il y a un seul endroit où tu ne dois absolument pas aller étudier, c'est en Grande-Bretagne. Si tu veux étudier comment on se débarrasse des Britanniques, va aux États-Unis parce que eux, ils ont fait une révolution, ils ont chassé les Britanniques, ils ont chassé la reine, ils se sont débarrassés de tout ça. Donc Kwame Nkrumah, en 1935, va prendre un bateau. Le problème, c'est qu'il est citoyen britannique, donc il doit aller à Londres pour récupérer le visa. Lorsqu'il arrive à Londres, il voit dans les journaux que l'Éthiopie a été agressée, on est en 1935. Il décide néanmoins de partir aux États-Unis en se faisant le vœu de revenir pour libérer le continent. Donc de 1935 à 1945, il va être aux États-Unis. Il va débattre avec un nombre incroyable de milieux et de militants, tous les militants des plus radicaux de gauche, entre guillemets, aux plus radicaux de droite. Il va se nourrir en fait de toutes les influences nationalistes, américaines, marxistes, socialistes, etc.
Et en 1945, il va décider de revenir en Angleterre en prétextant qu'il voulait faire un PhD. Donc il va arriver en Angleterre, il va être immédiatement accueilli par George Padmore, et Padmore et Nkrumah vont décider d'organiser le 5e congrès panafricain. Le 4e s'est arrêté en 1927, ils décident d'organiser le 5e congrès à Manchester. Pour l'organiser, ils vont s'appuyer sur tous les mouvements de travailleurs, sur tous les mouvements syndicaux qui ont essaimé en Afrique et dans la Caraïbe, et ils vont l'organiser en octobre à Manchester. Mais avant d'organiser ce mouvement-là, ils vont faire un certain nombre de réunions préparatoires. Et l'un des objectifs de cette réunion-là était de produire un mémorandum qu'ils comptaient présenter à la conférence de San Francisco lors de la création des Nations Unies pour que la décolonisation de l'Afrique soit gérée par les Africains, pour les Africains et dans les intérêts des Africains. Bien évidemment, ce mémorandum ne sera pas retenu par la conférence de San Francisco. Donc, l'ordre international tel qu'on le connaît, donc l'ordre onusien, va être bâti avec une Afrique sous domination coloniale et sans vision d'une Afrique libérée. Donc, on en voit encore aujourd'hui les conséquences avec le rôle de l'ONU dans le maintien d'un certain nombre de crises sur le continent africain. Et également, il y avait dans les revendications des questions liées à la justice sociale et à l'économie et à la monnaie. Or, on sait très bien qu'en 1944, Bretton Woods a été mis en place, tout un système a été mis en place, et dans ce système-là, toutes les nations, les économies occidentales avaient des plans de développement qui impliquaient en fait un maintien de l'Afrique sous domination coloniale pendant des décennies et des décennies. Donc, c'est la situation qui se pose lors du congrès de Manchester, un congrès qui va être marqué par l'absence des représentants francophones. Pourtant, on les aura contactés, les Senghor et bien d'autres ont été contactés, mais tous ont décliné. Quelques-uns vont envoyer des messages de soutien, puisque entre-temps, dans les années 30-40, à la convergence du mouvement intellectuel et du mouvement culturel porté de manière divergente par Du Bois l'américain et Garvey le jamaïcain, il y a d'autres mouvements culturels qui vont apparaître comme celui de la négritude. La négritude, elle est vraiment à la convergence de ces deux mouvements-là. La fierté d'être nègre, la volonté de réhabiliter l'histoire de l'Afrique, la certitude que l'Afrique a une grande histoire et donc par conséquent un grand avenir et qu'il convient de réveiller les énergies qui ont permis à l'Afrique d'être puissante à un moment. Donc tout ce courant-là également est présent dans ces années-là, mais il va progressivement se politiser et s'ossifier dans des enjeux qui vont, entre guillemets, dépasser le continent africain. Donc Kwame Nkrumah, lui, va repartir au Ghana avec un plan bien précis, c'est-à-dire obtenir l'indépendance du Ghana le plus rapidement possible, et ensuite utiliser cette indépendance-là pour faire du Ghana une base pour libérer le reste du continent. Il va partir avec cette idée-là. Quelques autres militants africains anglophones comme Jomo Kenyatta au niveau du Kenya avec globalement la même idée, sauf que dans le cas de Kenyatta, il va retourner au Kenya et il va être immédiatement emprisonné pendant 10 ans à la suite d'une révolte Mau Mau où il va être accusé d'être l'instigateur de cette révolte-là. Le cas de Nkrumah est un peu différent parce que lui aussi va être arrêté par les autorités britanniques au Ghana, mais par un subterfuge, il va réussir à se présenter aux élections en étant emprisonné. Et les Britanniques vont être stupéfaits par le fait que la population va voter pour un gars qui était en prison. Donc il va être élu chef du gouvernement alors qu'il était en prison, et donc il va passer directement de la prison au poste de chef de gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi typique dans le parcours des leaders panafricanistes. Quasiment tous sont passés par la case prison. Et lors de la cérémonie d'indépendance du Ghana, donc en mars 1957, Kwame Nkrumah va porter en fait un petit chapeau qui est le chapeau que portent les prisonniers politiques. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue symbolique. Il va montrer qu'il ne se désolidarise pas de la masse, qu'il est très proche du peuple, et il va à chaque fois mettre en avant les femmes, les jeunes, les étudiants dans la plupart de ses actions. Donc ça, c'est pour la première partie 1957. À partir de là, les choses vont se compliquer. D'une part parce que le Ghana, si vous regardez la géographie, est entouré de pays francophones. Et donc l'indépendance du Ghana et surtout le projet de créer donc, des États-Unis d'Afrique, donc de lier l'ensemble des territoires africains dans un seul et même État fédéral avec un gouvernement qui s'occuperait de la monnaie, de la diplomatie, de la sécurité, de la culture et de l'éducation et de l'énergie à l'échelle continentale, c'est quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt
qui ne va pas dans le sens des intérêts de la France à cette époque-là. On est dans une période où les choses vont extrêmement vite. Nkrumah va notamment être obligé de se confronter à un autre personnage qui n'est pas du tout panafricaniste, qui s'appelle Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, qui a un certain nombre de réseaux. Le parcours d'Houphouët-Boigny est extrêmement intéressant parce que Houphouët-Boigny, en 1946, avait créé un parti politique qu'on appelait le Rassemblement des démocrates africains. Et ce rassemblement-là, le RDA, en fait, avait une structure panafricaine en tant que telle, c'est-à-dire qu'il englobait en son sein l'ensemble des partis politiques africains progressistes qui étaient présents dans les colonies françaises, à l'exception du Sénégal, parce que Senghor avait souhaité créer son bloc démocratique sénégalais, son parti socialiste. Mais le RDA va progressivement se diviser sur des bases idéologiques. Donc l'unité que l'on pouvait avoir, l'unité panafricaine que l'on pouvait avoir dans le RDA, va se diviser sur des bases idéologiques qui sont entre guillemets externes au panafricanisme. Ce sera la question du communisme, ce sera la question de la guerre froide, ce sera la question du modèle de développement, ce sera la question des alliances, ce sera la question du type de sécurité militaire à mettre en place, du type d'État à mettre en place. Énormément de questions techniques qui paraissent, qui vont se montrer beaucoup plus problématiques à partir du moment où le projet de la France va être également précipité. Le projet de la France, qui était de garder son empire colonial, que ce soit sous la forme de la communauté ou sous une autre forme, va être bloqué par le nom de la Guinée de Sékou Touré en 1958. Lorsque Sékou Touré dit non à De Gaulle, cela brise tout le projet qui avait été mis en place et cela va surtout inciter Kwame Nkrumah à se rapprocher de Sékou Touré pour créer l'union Ghana-Guinée. Et cette union-là de deux pays, donc le premier pays indépendant d'Afrique anglophone, entre guillemets, et le premier pays indépendant d'Afrique francophone, entre guillemets, devait former l'embryon des futurs États-Unis d'Afrique. Sauf que le projet va être bien évidemment torpillé pour diverses raisons. L'une des plus intéressantes, c'est peut-être la raison monétaire, puisque lorsque les Français vont quitter la Guinée va être dans un état économique lamentable, catastrophique, et Kwame Nkrumah va immédiatement faire un prêt en livres sterling, donc la zone sterling à la zone franc. Il va faire ce prêt-là à la Guinée, et ça va immédiatement inquiéter les autorités françaises qui vont se dire que là, à partir du moment où il y a des échanges monétaires, où il y a des affinités politiques, il pourrait y avoir des projets qui risqueraient de remettre en cause l'ensemble de ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Donc ce projet va être court-circuité de diverses manières. Donc, il va y avoir une série de complots, une série de pressions. On est également dans un contexte plus large, extrêmement mouvant, qui est marqué par le soutien de certains mouvements de libération à la guerre d'Algérie, le soutien de quelqu'un comme Nasser à des mouvements de libération d'Afrique subsaharienne, notamment du Cameroun. Donc il y a toute une effervescence dans ces années 58-63 qui va être caractérisée par la naissance de deux groupes. Un groupe des radicaux, qu'on va appeler le groupe de Casablanca, qui regroupe principalement le Ghana, la Guinée, le Maroc, l'Égypte, et un groupe, et le Mali également, de Modibo Keïta, qui avait aussi dit non à la France, et un groupe des modérés conservateurs qui regroupent Félix Houphouët-Boigny, donc tous ceux qui font allégeance au système en tant que tel. Et en 1963, les deux groupes vont se réunir lors d'une conférence à Addis Abeba, à l'invitation de Haïlé Sélassié, qui était le doyen de tous ces présidents africains. Et ils vont décider de mettre en place l'Organisation de l'Unité africaine, qui est une organisation qui va, entre guillemets, ossifier toute la dynamique du panafricanisme, toute la dynamique née des indépendances, née des mouvements de libération, née des confrontations entre les mouvements progressistes et les mouvements réactionnaires, va être définitivement ossifiée et bloquée par cette organisation-là, qui va maintenir le statu quo sur la question des frontières et qui ne va pas se mettre en adéquation avec un certain nombre de principes tels que l'expulsion des bases militaires étrangères présentes sur le sol africain. Donc cette organisation va être complètement vidée de son sens au fil des ans, l'OUA, effectivement. Il va y avoir néanmoins du côté des panafricanistes des tentatives pour maintenir un mouvement panafricaniste plus populaire, dans la lignée de ce qu'avait fait Kwame Nkrumah. Nkrumah avait organisé
une conférence des États indépendants, une conférence panafricaine, et à côté de cela, il avait organisé une conférence des peuples panafricains. Donc il y avait cet aspect du panafricanisme des États et du panafricanisme des peuples qu'il essayait de faire converger dans une même dynamique. Or, la dynamique du panafricanisme des États va l'emporter, et cette dynamique est une dynamique justement anti-panafricaine. Tout ce qui est lié au panafricanisme des peuples va progressivement disparaître à travers notamment la disparition des quelques leaders qui le représentaient sur la scène africaine et internationale, notamment Frantz Fanon, le médecin martiniquais engagé dans la guerre d'Algérie, Patrice Lumumba et bien d'autres leaders qui vont être assassinés dans les années 59-66. Nkrumah lui-même va être renversé en 66. Et dès lors, le courant panafricain va se déplacer vers l'Afrique de l'Est, notamment vers la Tanzanie de Julius Nyerere. L'histoire de la Tanzanie est extrêmement intéressante parce qu'au départ, c'était deux territoires différents. Le Tanganyika, ancienne colonie allemande passée sous mandat britannique, et Zanzibar, qui en fait dépendait, qui était géré par le sultanat d'Oman. Donc les Omani qui étaient venus de la péninsule arabique au XIXe siècle avaient bâti leur capitale là. Sur notamment le commerce d'ivoire et de captifs et de clous de girofle. Et au moment de l'indépendance du Tanganyika, Nyerere explique que lui, il est prêt à faire l'indépendance du Tanganyika, mais il est prêt à la retarder pour faire en même temps une indépendance avec le Kenya et l'Ouganda, pour faire une indépendance groupée. Il avait ce projet-là. Sauf que les circonstances géopolitiques font qu'en janvier 1964, il va y avoir une révolution à Zanzibar, et c'est un militant marxiste, journaliste très engagé, qui s'appelle Abdulrahman Babou, qui va prendre le pouvoir avec Abed Karoumé, un autre militant. Et ce Abdulrahman Babou avait des connexions avec Fidel Castro, avec Yasser Arafat, avec Ho Chi Minh. Et par conséquent, Zanzibar va devenir le point d'entrée de tout le courant révolutionnaire au niveau de l'Afrique de l'Est. Et les Britanniques et les Américains vont faire le pari que si Nyerere, qui apparaissait comme quelqu'un de modéré, un parlementaire, formé à la bonne école, etc., si Nyerere parvenait à rattacher Zanzibar au Tanganyika, ce serait une manière en fait d'étouffer tout le courant révolutionnaire qui est sur la petite île de Zanzibar. Donc Nyerere va être encouragé à faire cette union par les Britanniques et les Américains qui s'y opposaient du temps où il la voulait avec le Kenya et l'Ouganda. Sauf que Nyerere, extrêmement intelligent, va en fait faire cette union. Et en 1965, il va protester contre la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie du Sud. Donc les Blancs de Rhodésie du Sud ont pris leur indépendance. Et il va geler ses relations diplomatiques avec Londres. Et progressivement, il va se tourner vers Pékin. Il va se tourner vers la Chine. Et c'est à partir de là que la Chine va réellement rentrer en jeu dans toute la géopolitique africaine. La Chine, mais également tous les révolutionnaires, puisque progressivement, les révolutionnaires qui étaient à Zanzibar vont se déplacer sur le continent, en Tanzanie. Et c'est de la Tanzanie que va partir un certain nombre de dynamiques révolutionnaires anti-impérialistes. C'est par là que Che Guevara va venir en 64-65 pour mener la rébellion dans l'est du Congo contre les forces qui avaient renversé Lumumba. C'est également dans cette zone-là qu'un certain nombre de réfugiés politiques africains vont s'installer. C'est également à Dar es Salaam que va se créer une université qui va accueillir des intellectuels de toute l'Afrique, mais également de tous les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde. Et c'est là que va se mettre en place toute une conception de la politique extrêmement différente, fondée sur l'Ujamaa, l'idée d'un socialisme africain, d'une autosuffisance, d'un développement endogène. Et cela va remettre en cause tous les systèmes de politique monétaire qui étaient mis en place jusque-là, en partant de l'idée, enfin du principe, que ce n'est pas que l'argent n'est pas le résultat du don, mais c'est le résultat du travail de la population. Donc cette dynamique-là va essaimer depuis Dar es Salaam. Elle va soutenir les différents mouvements de libération au niveau des colonies portugaises, donc Angola et Mozambique, mais également au niveau de l'Afrique australe. Et c'est là que va vraiment se construire le cœur du panafricanisme de combat, le panafricanisme de lutte au niveau de la Tanzanie. Donc les années 70 vont être un tournant important, décolonisation des colonies portugaises, avec le cas particulier de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, un combat qui avait été mené au niveau de ce territoire-là par un homme qui s'appelait Amilcar Cabral, un agronome, un ingénieur agronome,
qui lui aussi avait essayé de lier le combat politique aux questions de réforme agraire et aux questions sociétales. C'est-à-dire que lorsqu'il mettait en place des structures politiques, il ne les mettait pas par hasard, il ne les parachutait pas. Il menait un travail de terrain, il regardait comment la population travaillait, comment la population fonctionnait, de quoi la population vivait. Et en fonction de tous ces éléments-là, il construisait une structure politique qui répondait de manière naturelle aux aspirations et au fonctionnement des populations. Donc c'est une formidable leçon par rapport à tous les modèles de démocratie imposés, parachutés depuis le haut et qui ne tiennent pas compte des réalités sociales et sociétales africaines. Malheureusement, Cabral va être assassiné en janvier 1973 et lorsque la Guinée-Bissau et le Cap-Vert vont prendre leur indépendance, bien qu'ils aient combattu sous la bannière d'un seul parti unique, le PAIGC, les deux pays vont devenir indépendants de manière séparée en raison de divergences nourries de l'extérieur par les intérêts impérialistes, principalement américains, portugais et également français, puisqu'une Guinée-Bissau révolutionnaire aurait été un soutien à la Guinée de Sékou Touré. Donc voilà le schéma dans les années 70. Dans les années 80, le panafricanisme en tant que tel, il ne tient finalement qu'à la question de la lutte contre l'apartheid, puisque tous les tenants de cette idéologie ont été balayés, soit politiquement et physiquement, soit par toute la machine économique néolibérale qui est mise en place dans ces années-là. Par exemple, le cas de Nyerere, tout le monde reconnaît que c'est un succès politique, mais tout le monde lui est tombé dessus en lui disant que c'est une faillite économique totale. Or, les choses sont un peu plus complexes. C'est une faillite économique totale, oui, mais il faut voir les conditions qu'on lui a imposées et le contexte dans lequel il a voulu évoluer. Le cas de la Tanzanie, le cas de Cuba, ce sont des expériences économiques, politiques et sociales qui ont énormément inspiré le militantisme panafricaniste. Donc ces années 80 sont principalement liées au combat contre l'apartheid, donc à l'internationalisation de la lutte contre l'apartheid, avec un certain nombre de mouvements, notamment aux États-Unis, qui vont redynamiser l'histoire du panafricanisme. Et donc cette redynamisation va aboutir donc à la chute de l'apartheid au début des années 90, la libération de Nelson Mandela et à la nécessité de repenser le rôle que l'Afrique doit jouer dans le monde. Dans ces années 86, donc la date à partir de laquelle le régime de Pretoria commence à négocier jusqu'à 94, qui correspond à la fois à la libération de Nelson Mandela, à la dévaluation du franc CFA, au génocide rwandais et au 7e congrès panafricain de Kampala, il y a un certain nombre de mouvements qui se passent. On a l'impression que l'Afrique peut faire sa révolution, le bloc communiste est en train de s'effondrer, il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a des expériences qui tentent de fonctionner mais qui sont immédiatement annihilées, comme celle de Thomas Sankara au Burkina Faso, avant qu'elles aient eu le temps de se perfectionner. Il y a toute la vague démocratique, de démocratisation, d'ouverture au multipartisme qui apparaît. Et dans tout ce foisonnement-là, on va voir apparaître le discours de la bonne gouvernance, de la société civile, tout ce discours-là qui va encore un peu plus écarter les objectifs beaucoup plus radicaux du panafricanisme. Et donc les années 90 vont être également une décennie où le panafricanisme va être mis sous éteignoir, avec en arrière-fond un certain nombre de crises sur lesquelles l'OUA n'a pas été en mesure d'agir. Par conséquent, à la fin des années 90, il va y avoir une volonté de relancer la dynamique, une volonté qui va partir de plusieurs régimes plus ou moins contradictoires. D'une part, l'Afrique du Sud, qui dans son projet de renaissance africaine déclaré par Thabo Mbeki, souhaite accroître la présence du libéralisme sur l'ensemble du continent et imposer son modèle économique avec toutes les inégalités qu'il comporte déjà au reste de l'Afrique. Ce qui est une erreur puisqu'à l'époque, lorsque l'Afrique du Sud est libérée en 1990 de l'apartheid, tous les militants panafricanistes s'accordaient que si un seul pays à l'échelle continentale devait mener la bataille pour la défense de la veuve et de l'orphelin, c'était l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud n'a pas tenu cette promesse et va être une énorme déception pour les mouvements panafricanistes. Du coup, certains mouvements vont se tourner vers un autre personnage, le guide libyen, Mouammar Kadhafi, qui à cette époque-là, dans sa volonté de retrouver une place dans le concert des nations, va tenter de relancer le panafricanisme à coup de milliards de dollars, à coup de projets d'investissement qui ont tous une logique cohérente et qui va commencer à sermonner les autres présidents africains,
qui jusque-là avaient l'habitude de ne pas venir aux réunions de l'OUA. Les présidents africains vont se rendre compte que finalement, en venant aux réunions organisées par Kadhafi, on peut toucher de l'argent. Donc finalement, le panafricanisme, c'est bien. Ça permet de financer beaucoup de choses. Donc finalement, oui, on va suivre Kadhafi. Même si on n'y croit pas du tout, on va y aller. Donc ils ont été un peu dans cet esprit-là. Kadhafi a tout organisé, tous les sommets extraordinaires à Sirte, les différentes réunions qui ont abouti en 2002, donc en juillet 2002, à la fondation de l'Union africaine. Donc une Union africaine qui est fondée sur le modèle déjà imparfait de l'Union européenne, avec des commissions, avec des attributions qui sont exactement calquées sur celles de l'Union européenne, à un souci près, c'est qu'il était prévu dans cette refonte des institutions un Parlement panafricain, qui était, je pense, l'une des rares possibilités de faire remonter les revendications de la base, ou en tout cas de créer un véritable forum sur la question du panafricanisme et la question de l'unité. Et ce forum panafricain qui est basé en Afrique du Sud, faute de moyens, ne se réunit presque jamais. Il y a 2 sessions par an, mais qui sont extrêmement écourtées. Et le choix de le tenir en Afrique du Sud a aussi posé un certain nombre de problèmes politiques liés à la prépondérance du régime sud-africain sur l'ensemble de la politique continentale, sachant que tout cela est aussi lié aux questions de refonte du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec l'Afrique qui souhaite avoir une place. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est le Nigeria? Est-ce que c'est l'Égypte? Est-ce que c'est l'Union africaine? Donc tous ces enjeux-là vont être aussi débattus en interne. Et enfin, un dernier point aussi, qui est le fait que l'Afrique du Sud est aujourd'hui sur le continent africain le seul pays qui dispose des infrastructures nécessaires à un projet panafricain de grande ampleur. Et cette question des infrastructures, elle est éminemment importante, puisqu'il y a un retard d'infrastructures sur l'ensemble du continent africain qui est lié à l'absence de mise en place, à l'absence de plan de coopération politique et économique entre les États africains, et qui est lié au morcellement de l'Afrique entre plusieurs zones d'influence, qu'elles soient monétaires, culturelles, entre guillemets linguistiques, entre guillemets religieuses, ou tout simplement politiques. Donc 2002, l'Union africaine se met en place. Donc depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, l'Union africaine a été confrontée à un certain nombre de crises et de déstabilisations qu'elle n'a jamais réussi à régler. Derrière cette Union africaine, certains se cachent pour dire que l'échec de l'Union africaine correspond à l'échec du panafricanisme. Mais lorsqu'on regarde les choses de plus près, on se rend compte que dès le départ, donc dès les années 60, début des années 60, tout ce qui était perçu comme relevant du panafricanisme a été tout simplement expulsé du projet de l'OUA ou de l'Union africaine. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est de recycler un certain nombre de principes, de les repopulariser, de repolitiser les masses, parce qu'aujourd'hui sur le continent africain, il y a une désaffection de la jeunesse par rapport à un certain nombre d'enjeux. Il y a une capacité de la jeunesse à fuir le continent africain, alors que l'on sait dans le même temps, même si très peu de personnes en parlent, que le continent africain est le lieu où tout le monde cherche à se faire une place, que ce soit des milliardaires des pays du Golfe ou des jeunes chômeurs du Portugal. Tout le monde veut se faire une place sur le continent africain. On a également toute une dynamique qui est liée effectivement aux BRICS, qui voit l'Afrique de manière un peu différente, mais qui nécessite également une réponse de l'Afrique. Je pense au cas, par exemple, à tout ce qui est lié en fait aux échanges sud-sud. Un président, un chef d'État qui a par exemple beaucoup aidé l'Afrique d'un point de vue symbolique, c'est Hugo Chavez. Mais lorsque Hugo Chavez écrit une lettre d'adieu aux dirigeants africains, on se rend compte qu'ils sont très peu à lui répondre. Donc il y a le besoin d'un répondant de la part des Africains, il y a le besoin d'une réponse et d'un projet clair de la part des Africains, et cela n'est possible que dans le cadre d'une organisation. Aujourd'hui, le continent africain est soumis à des forces centrifuges et soumis à des forces qui montent les identités les unes contre les autres dans une vision suicidaire. Or, il est important de créer une organisation qui sorte de cette vision suicidaire et qui soit en mesure d'apporter une tête. Et cette organisation-là, elle ne peut survivre que si elle s'installe dans chacun des 54 États du continent, mais également dans la diaspora. Parce que ce à quoi on est confronté, c'est au risque effectivement de se faire éliminer, c'est au risque de voir des changements arriver dans un seul pays
parmi les 54 pays du continent africain, et que ce pays-là devienne immédiatement la cible de tous les adversaires de cette vision des choses. D'où l'importance de créer en fait une vague de mouvements coordonnés, en mesure de prendre le pouvoir dans un temps relativement court dans plusieurs endroits, de manière à constituer des bases arrières qui nous permettront de travailler dans une certaine sécurité, avec une vision à la fois endogène du développement africain, mais avec également une conception des échanges qui relient l'Afrique au reste du monde, puisque le panafricanisme en tant que tel, c'est à la fois la question de la famille africaine mondiale, mais c'est également la manière dont l'Afrique se positionne par rapport au monde selon ses intérêts, et la manière dont le monde doit regarder différemment l'Afrique. Voilà, merci Hamzat pour cette présentation qui, je pense, a donné à nos hôtes le meilleur éclairage sur le panafricanisme. Donc le panafricanisme, né depuis les champs de coton, les cales de bateaux qui ont donné la révolution haïtienne jusqu'à l'UA, donc jusqu'à aujourd'hui. Et encore, là, ce n'est que l'histoire politique du panafricanisme. Donc pour dire la profondeur du panafricanisme, si le temps nous permettait, Hamza nous aurait parlé de tout ce qui a nourri l'histoire culturelle du panafricanisme, avec Harlem Renaissance, avec tout le mouvement de la négritude, etc. Donc je pense que ça va appeler nécessairement à d'autres rencontres après cette première rencontre. Donc je vais vous passer la parole alors, déjà si les frères ont des compléments avant de passer. Sinon, on rebondira sur vos questions. Donc, allez-y sur l'histoire du panafricanisme, ce que ça vous inspire. Oui. Pour nous, c'est extrêmement. En fait, c'est la première fois que j'ai un portrait où on a quand même des repères, parce que sinon, on a entendu beaucoup de choses au cours des décennies et on est perdu, en fait. C'est extrêmement compliqué. Par contre, vous avez parlé de ce mémorandum présenté à San Francisco en 1948. J'imagine qu'il doit être très intéressant. Je ne sais pas si vous y avez jeté un coup d'œil récemment. Est-ce qu'il est d'actualité? À quel point est-ce qu'il peut inspirer la dynamique actuelle? Est-ce qu'il est disponible? Alors, le mémorandum, oui, il est toujours d'actualité parce qu'il renvoie en fait à une période qui correspond à l'acte fondateur de l'ordre international tel qu'il était à l'époque et tel qu'il n'est plus aujourd'hui. Et si cet ordre international aujourd'hui n'est plus d'actualité, entre guillemets, le document l'est parce qu'il souligne justement les manquements qui sont aujourd'hui présents. En fait, c'était un mémorandum qui a été présenté par Du Bois, donc l'intellectuel noir américain, qui avait été envoyé lors de cette conférence-là. D'une part, le mémorandum n'a pas été soutenu par les États-Unis d'Amérique, bien évidemment. Ça aussi, c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications de citoyens qui, en fonction de leur nationalité, sont bloqués par leur pays, entre guillemets, de nationalité. Donc il y a une censure extrêmement importante sur ce document au niveau de la presse, qui n'a pas été publié. D'où le fait que les réseaux panafricains se sont également appuyés sur leur propre circulation de journaux, de presse, etc. Après, dans le fond, ce mémorandum, en fait, il soulignait l'importance de tenir compte de la présence de milliards et de milliards d'hommes de couleur, d'hommes et de femmes de couleur dans le monde, et du fait qu'on ne pouvait plus continuer à gérer le monde comme si les autres n'existaient plus. Ça, c'était un premier aspect. Un premier aspect qui est présent dans un second aspect qui est présent dans ce mémorandum-là et qu'on va retrouver dans d'autres textes, qui va être repris notamment beaucoup plus tard par Thomas Sankara, c'est le fait que l'ordre international au niveau onusien a été bâti sur le concept des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.
Or, ce concept de vainqueur, il est réellement à réinterroger quand on sait que la France a un statut de vainqueur bien particulier, que ce statut-là est lié en grande partie à l'empire colonial, quand on sait que les troupes noires américaines ont aussi joué un rôle peut-être pas le plus décisif, mais néanmoins important du point de vue de la logistique, quand on sait que la Grande-Bretagne doit sa résistance à l'Allemagne nazie en grande partie grâce au soutien également de son empire colonial, et quand on sait que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas uniquement déroulée sur le sol européen comme on a l'impression de le croire ou comme on l'entend tous les jours, mais qu'elle a débuté sur le sol africain. Et qu'il s'agisse de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un butin de guerre africain qui était évident. Donc ce sont ce genre de questions qui ont été mises en avant sur la table, qui ont été balayées d'un revers de la main par les commissions qui étudiaient ces différents mémorandums et qui sont aujourd'hui d'actualité. L'Afrique est le continent qui a apporté le plus. Ce sont les Africains déportés aux Amériques qui ont construit une grande partie de la puissance capitaliste, du capitalisme américain aujourd'hui. Ce sont eux qui font qu'aujourd'hui, les États-Unis sont, entre guillemets, la première puissance économique, militaire, politique, entre guillemets, culturelle du monde. Si les États-Unis sont aussi la première puissance militaire, regardons un peu quel est le sort des Noirs américains aux États-Unis, quelle est leur présence dans les conflits menés par les États-Unis en dehors dans le reste du monde. Donc ce sont déjà ce type d'interrogations-là qui étaient soulevées, qui sont, je pense, d'actualité. Et le mémorandum, en fait, appelait aussi à tenir compte du fait que la charte de San Francisco devait être réactualisée au fur et à mesure des évolutions historiques et que l'urgence était d'accompagner la décolonisation des pays africains. Il faut bien voir qu'en 1945, l'Asie était déjà, par exemple, un peu plus avancée dans la décolonisation. Ça va se faire beaucoup plus rapidement que le reste de l'Afrique. Donc sur l'Afrique, il y a vraiment eu un blocage et ce mémorandum-là, il exigeait vraiment que l'Afrique soit le fondement du nouvel ordre international et que les Africains puissent également s'y exprimer. Après, un dernier point qui est également problématique dans ces années-là, c'est que toutes ces revendications-là, lorsqu'elles sont portées par des Africains, on leur opposait le fait qu'il n'y avait aucun État pour porter ces questions. Des questions qui doivent être portées en droit international, dont les conférences internationales doivent être parrainées par des États. D'où l'importance en fait d'avoir des soutiens. Et bien plus tard, à partir du milieu des années 50, donc après la conférence de Bandung principalement, lorsque les militants africains étaient encore de nationalité française ou britannique ou autre, la question des soutiens s'est posée de manière cruciale. Et ce sont effectivement des pays comme Cuba, comme l'Indonésie, comme le Ghana également, qui vont apporter leur couverture, leur parapluie aux actes pris par des militants dans des pays encore sous domination coloniale. Or, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la domination coloniale s'est perpétuée sous une forme néocoloniale. Et donc cette question de la légitimité à parler au nom de l'État, elle continue à se poser. On a un certain nombre de représentants africains qui vont signer des contrats au nom du peuple, au nom des États, mais qui ne sont pas du tout habilités, qui n'ont aucune légitimité. Donc ce sont des questions de représentativité également qui se posent. Et ce qui est intéressant, c'est que le mémorandum qui avait été présenté aux Nations Unies avait été adopté par une très large plateforme de mouvements sociaux et de mouvements syndicaux africains, caribéens et même asiatiques. Et c'est cette légitimité-là qui a été repoussée à l'époque par l'ONU. Ensuite, il y avait également la question du vote, le droit de vote. Aussi bien le droit de vote au niveau national que le droit de vote au niveau international. Quel doit être le dosage de représentativité politique? Quel doit être le système de démocratie internationale? Ça, ce sont des questions qui vont être ensuite développées plus tard au Congrès panafricain de Manchester, mais également à d'autres conférences panafricaines. On va se poser la question de que fait-on de nos diplomaties si nous fusionnons nos États? Devons-nous parler d'une seule voix? Est-ce que l'Afrique avec une seule voix serait plus forte que l'Afrique avec 54 voix? Aujourd'hui, quand on voit que les pays africains francophones s'alignent sur la France lorsqu'il faut voter aux Nations Unies ou qui s'alignent sur un autre État,
on est en droit de se dire qu'une voix africaine forte qui parlerait au monde serait beaucoup plus efficace que 54 voix différentes. Récemment, il y a eu la négociation des accords de partenariat économique. Ces accords ont été négociés de manière fractionnée, APE, c'est-à-dire que chaque État a signé son APE, à l'exception de l'Afrique de l'Est, qui a constitué un pôle de juristes expérimentés, compétents, qui ont travaillé le dossier, qui sont allés négocier à Bruxelles. Et les négociateurs bruxellois étaient très surpris de voir des Africains compétents, organisés au fait des dossiers et qui avaient des arguments à leur opposer, parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des négociateurs, principalement francophones, qui signaient sans regarder. On leur disait que c'était bon pour eux, et ainsi de suite, ils signaient. Donc c'est toute cette question d'union des intérêts politiques, de divergence, de convergence qui se pose et qui était déjà sous-jacente dans ce mémorandum-là, qui était à la fois adressé aux nations du monde, enfin aux nations entre guillemets coloniales, les vieilles nations, et qui en même temps s'adressait aux jeunes peuples d'Afrique et d'Asie principalement. Voilà, merci. Une question devant. J'aimerais vous demander, d'abord, vous féliciter de votre exposé, parce que c'est vrai qu'il a le mérite de ne pas être partisan. Souvent, on a entendu d'autres conférenciers s'exprimer sur le mouvement panafricaniste, avec des approches et des histoires qui font qu'ils se reposent plutôt sur tel acteur, autre acteur, ou tel courant. Or, on retrouve assez bien, de manière assez large, c'est très objectif, donc ça m'a plu, cette présentation. Mais j'aimerais savoir un peu, parce que c'est vrai que vos adversaires ont, par moments, vous avez dit, mis sous l'entonnoir, ou ossifié le mouvement, ou, que reste-t-il finalement dans votre trame? Quelle est finalement la ligne de conduite aujourd'hui? Parce qu'on vous sent fatalement dépendant à tout point de vue, que ce soit les infrastructures, et on se demande si vos adversaires n'ont pas réussi finalement à vous distraire dans tout ça. Donc on aimerait savoir, aujourd'hui, le mouvement panafricaniste a quoi comme objectif au moment où on se parle aujourd'hui? Et aussi, peut-être aussi regarder aussi vers d'autres pères, qui n'ont pas été forcément des pères fondateurs, mais qui ont été des vieux puissants pour l'Afrique. Lumumba est connu pour son discours qu'il a fait le 30 juin, mais on oublie que son plus beau discours, c'était « Levez-vous africain à Accra, au Ghana ». On connaît ses liens avec Kwame Nkrumah. Le fils de Lumumba devrait être là d'un moment à l'autre. Il est en retard parce que tout fils de Lumumba qu'il est, il a travaillé de nuit. Donc ça lui posait un problème pour arriver ce matin, mais il est en cours d'arrivée. Il avait souhaité être là ce matin, mais il arrive, il est en cours de route. Donc j'aimerais savoir finalement quel est le combat qui reste. On se trompe pas ne vous trompez pas de combat finalement. Parce qu'on a l'impression que voilà, il y a eu une bouffée d'air avec l'ère Kadhafi, qui a voulu quand même resituer l'Union africaine. Et puis voilà, donc c'est un peu mon sentiment d'Africain avant tout. J'essaie un peu de me retrouver. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin, y compris de manière assez lointaine. On a évoqué la place du Swahili, qui est quand même un sujet assez délicat, parce qu'on pourrait répondre par oui, c'est une langue africaine, on peut tout autant répondre par non. C'est pas vraiment une langue africaine. Mais voilà. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire aujourd'hui le véritable enjeu de l'Afrique. Et je terminerai par deux points, parce que vous avez évoqué la notion de la logique des vainqueurs à la Seconde Guerre mondiale. Il y a des petits points qu'on n'a pas trop insisté du côté des Africains. La seule armée qui n'a jamais été vaincue et qui a servi les camps des Alliés, c'est la force publique congolaise. Elle n'a connu aucune défaite à la Seconde Guerre mondiale. On le souligne jamais aujourd'hui. Notre uranium a été utilisé pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo. Et on attaque impunément des pays africains qui ont été membres des Alliés. On ne se pose pas des questions. S'il faut aller faire une guerre en Afrique aujourd'hui, on partit pour quel que soit le motif, alors que les accords, si on est des Alliés, on ne s'atteint pas entre alliés. Donc quel est le sort de l'Afrique? Là aussi, il y a un combat à mener. On ne peut pas voir nos alliés d'hier, qu'on a été des alliés de circonstances peut-être, en 40-45, qui aujourd'hui nous attaquent de manière impunément. Donc ça pose aussi beaucoup de questions. Donc dans cette ligne de combat, ce serait bien de restituer la trame et pas vous perdre et pas vous tromper de combat. Quand je dis vous, je ne devrais pas dire vous, je me sens aussi concerné. Voilà.
Oui, merci beaucoup, cher frère, de cette question. D'abord, c'est normal parce que notre organisation ne développe pas un panafricanisme de confrontation. C'est-à-dire, nous sommes l'héritage de tous ces courants. Effectivement, vous trouverez ceux qui vont considérer Marcus Garvey comme simplement raciste. Vous trouverez ceux qui sont purement marxistes, c'est-à-dire des panafricanistes marxistes, qui considèrent qu'on ne peut pas être panafricaniste sans être marxiste, puisque c'est le marxisme qui est la trame en fait de leur idéologie. Non, c'est-à-dire que la Ligue panafricaine, dans son essence, c'est de rassembler tous les courants panafricanistes. Pourquoi ? Parce que finalement, quel est l'objectif du panafricanisme politique ? C'est de créer les États-Unis d'Afrique. Et donc redonner à l'Afrique sa souveraineté. On ne peut pas avoir un État sans souveraineté, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc les États-Unis d'Afrique, donc redonner à l'Afrique sa souveraineté militaire, économique, politique et ainsi de suite, tous les panafricanistes partagent cet objectif. Qu'ils soient nkrummistes, lumumbistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous devons faire un effort, nous panafricanistes, pour rassembler tout ce monde, qu'il y ait des débats entre nous, c'est normal. Donc la Ligue panafricaine se positionne plutôt comme ça. C'est-à-dire que pour nous, d'ailleurs on n'a pas écarté Lumumba, peut-être que quand vous êtes déplacé, on a parlé de Lumumba aussi. Lumumba, c'est un personnage pour les panafricanistes assez important. Mais on peut parler aussi d'Abel Goumba, qui était avec Boganda, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, Abel Goumba, mais qui est très peu connu. C'est Abel Goumba qui a ouvert le mécène de Boganda vers Accra, lui aussi il était à Accra. Voilà, donc effectivement, on n'ignore pas ça, évidemment ça a été donné à très grande touche comme ça, mais on peut faire de l'histoire de façon assez détaillée, on en parlera. Ça c'est sur le premier point, c'est-à-dire que nous refusons à la Ligue panafricaine Umoja d'opposer les panafricanistes, au contraire de permettre leur débat, le dialogue entre eux, leur compréhension. S'il n'y a pas cette compréhension, ce n'est pas possible. Enfin, il faut comprendre aussi que les panafricanistes ne peuvent pas demander à l'Afrique de s'unir si eux-mêmes cultivent l'émiettement entre eux. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Donc qu'ils commencent déjà par s'unir. S'unir ne veut pas dire dissoudre les différences, au contraire. C'est bien parce qu'il y a des différences qu'il y a unité. Voilà. Donc sur ce point, c'est pour ça d'ailleurs la trame de fond, vous ne trouverez pas chez les panafricanistes d'opposer Garvey Nkrumah. Ça, c'est pas notre... non, c'est pas notre sujet. Alors, sur le combat d'aujourd'hui, oui, les autres pourront compléter tout à l'heure. Le combat est là. Le combat est là. Oui, le bloc de ceux qui ont combattu le panafricanisme a, entre guillemets, gagné temporairement, puisque c'est quand même eux qui dirigent ces États. Hamzat disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas remis en cause les territoires, mais ils ont même, une année après la création de l'OUA, notamment ils ont fait voter ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que voilà une organisation qui se veut panafricaine, qui se réclame du panafricanisme, qui va voter l'intangibilité des frontières, alors que tout le combat panafricaniste avant l'OUA, et encore aujourd'hui, il suffit de lire la littérature panafricaniste, c'est d'aller vers les États-Unis. On ne peut pas renforcer la berlinisation des territoires africains tout en disant qu'on est panafricaniste. Non, l'OUA, c'est la plus grande trahison, c'est une escroquerie politique du panafricanisme. Donc oui, temporairement, c'est eux qui gèrent le continent, c'est eux qui sont à la tête des gouvernements, mais on doit aussi constater que s'ils avaient gagné temporairement hier, mais c'est un gros échec. Dans quel état ils ont mis le continent? Donc les panafricanistes ont toutes les raisons de revenir en force. Est-ce qu'on est surpris de ce qui se passe? Nous ne sommes pas surpris. Si on est surpris de ce qui se passe, à ce moment-là, on se ment nous-mêmes. Kwame Nkrumah avait bien expliqué, Boganda a bien expliqué, Lumumba a bien expliqué. Si vous suivez cette voie, voilà ce qui vous attend. Donc il n'y a pas de surprise. Pour nous, ce qui se passe quand on est panafricaniste, les États africains sont faits pour faire ce que ça fait aujourd'hui. C'est-à-dire Ebola qui est connu depuis les années 70, il n'y a pas eu de mesures d'anticipation et aujourd'hui on en pleure. C'est-à-dire que ce n'est pas des États. Un État, c'est fait pour gouverner, anticiper, ainsi. Donc il n'y a pas d'État en Afrique.
Donc le néocolonialisme, c'est le sous-développement scientifique, c'est l'application scientifique du sous-développement, le néocolonialisme. Ça, il suffit de lire toute la littérature panafricaniste des années 60 et ainsi de suite. Nkrumah même comparé dans ses discours, Cheikh Anta Diop l'avait repris aussi, il nous a attiré notre attention sur le fait que les pays d'Amérique latine avaient déjà plus d'un siècle d'indépendance, je crois, lorsque nous accédions à l'indépendance. Si nous ne faisions attention, nous serons pires que l'Amérique latine. Donc il y avait des modèles à l'époque qui devaient nous permettre de tirer les enseignements et de ne pas choisir cette voie. Les Houphouët-Boigny ont gagné, les Mobutu ont gagné, et ainsi de suite. Et quelle est la conséquence? Donc oui, les combats sont là, concrètement. Vous avez des pays aujourd'hui qui sont présentés comme endettés. Quand on dit endettés, ça veut dire qu'il faut appliquer les mesures d'ajustement structurel après. FMI, Banque mondiale derrière. Mais le combat est là. Comme tous les pays africains sont plus ou moins logés à la même enseigne, on peut fédérer, ne serait-ce que sur cette question. Voilà le panafricanisme. Je ne vais pas plus loin. Parce que quand on voit l'application des mesures d'ajustement structurel, mais il n'y a pas pire génocide sur le continent, ce n'est pas Ebola. Le fait qu'on ait diminué drastiquement les budgets de santé, d'éducation, des infrastructures, tout ça pour rembourser des dettes des créanciers dont on n'a jamais vu. Nous, on aimerait bien voir la tête des créanciers africains. On voit que le FMI et la Banque mondiale. Mais tous ces créanciers sont venus individuellement. Où sont-ils? Quelle est la nature de ces créances? En particulier, la Convention de Vienne dit qu'il faut que chaque gouvernement respecte les engagements pris par des États. Souvent, les intellectuels africains qui sont des néocoloniaux expliquent comme ça. Oui, ce sont des engagements pris, il faut les respecter. Mais ils oublient. Cette même Convention dit que les contrats ou les dettes aient été souscrits par des gouvernements légitimes. Est-ce que les créanciers ne pouvaient ne pas savoir? Est-ce que les créanciers de Bokassa ne savaient pas que Bokassa était illégitime? Est-ce que les créanciers de Mobutu ne savaient pas que Mobutu était illégitime? Ces questions, l'Amérique latine les a posées aujourd'hui, les pose aujourd'hui publiquement. Et vous regardez bien dans le débat africain, ceux qui occupent le champ politique, ceux qui sont susceptibles de gagner les élections dans tous les États africains, aucun parti ne pose ce problème. Ils ont tous le même programme et les élections transparentes. Pourquoi faire? Je n'ai pris que la dette. Mais on peut aller sur la question de l'enseignement, la désaliénation. C'est un scandale de continuer à former les Africains aujourd'hui sur des manuels scolaires qui sont faits par ceux qui ont fait justement ce que l'Afrique connaît aujourd'hui. C'est un vrai scandale. On peut parler de la question des matières premières. Il faut les constitutionnaliser pour que ces matières soient transformées sur place. Donc, le combat est là, mon frère. Toutes les raisons de faire du panafricanisme sont plus que jamais là. Et nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, notre destin est complètement... Donc, oui, pour nous, toutes les raisons sont là. Il faut faire ce combat. Kwame Nkrumah, on est obligé de regretter 60 ans de perdu. Il aurait fallu engager ces batailles. C'est difficile. Personne ne peut imaginer que les impérialistes vont abandonner leur position comme ça. Mais tous les jours, le sida tue, le paludisme tue plus que tout ce qu'on sait. Ça, c'est des vrais génocides tranquilles. Vous voyez? Donc, bon, nous entendons tous les jours les chefs d'État africains s'émouvoir lorsque nous sommes tous en compatie, lorsque les Occidentaux sont pris dans le jeu en Afrique des milices et autres et tout. Mais tous les jours, les jeunes Africains meurent dans les embarcations de fortune. Ça ne donne pas l'objet d'un sommet urgent tout de suite international. Voilà. Voilà, donc c'est pourquoi pour nous, le combat est d'actualité. Il faut se battre. Je vais laisser la parole aux autres pour compléter. Je vais juste dire sur les alliés. Mais il n'y a pas d'alliés à cette époque. Il ne faut pas revendiquer même ce statut. L'uranium a été pris pas comme des alliés du Congo, pas comme un Congo pays allié. L'uranium a été volé. Donc les États-Unis ne nous considèrent pas, ni la France, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, comme des alliés. On ne veut même pas ce statut. Si peut-être ils changent de gouvernement, si Solidarité Progrès arrive au pouvoir, nous allons nous considérer comme des alliés. Mais nous ne voulons pas de ces alliés-là. On ne veut pas de ces alliés. Et c'est normal ce qu'ils font aujourd'hui.
qui ne nous considèrent pas. C'est dans l'ordre des choses. Donc il faut s'organiser surtout pour que ça puisse s'arrêter. Hamzat, Non, effectivement, le cas du Congo est effectivement très important parce que c'est de là qu'est né un certain nombre de choses. La conférence coloniale de Berlin en 1885, l'enjeu c'était la navigation dans le bassin du Congo, donc c'était le partage des zones d'influence au niveau du Congo. Toute l'expérience coloniale belge est assez incroyable de se dire qu'un pays tout petit en Europe, on ne le retrouve sur la carte qu'en regardant la couleur de sa colonie 80 fois plus grande en Afrique. C'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. De se dire également que les Belges ont d'une certaine manière diffusé leur division au niveau du Congo, puisque pendant un certain temps, la Belgique en tant qu'État n'existait plus, mais ça n'empêchait pas les Belges de continuer à vivre. Donc tout cela remet vraiment en question un certain nombre de paradigmes. Et dans le cas du Congo, effectivement, l'indépendance, entre guillemets, du Congo, c'est aussi la première intervention onusienne en Afrique. Et c'est lors de cette crise du Congo que tous les mécanismes d'intervention ont été mis en place. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont répétés. Ils sont toujours en place. Ils sont toujours en place. Donc, effectivement, et on voit bien que malgré le fait qu'ils soient en place depuis plus de 50 ans, il n'y a pas d'amélioration de la situation. Donc ça, c'est un premier aspect. Et de l'autre côté, les pays africains ont eu une politique assez particulière par rapport au Congo, hein. Que ce soit sous Mobutu, que ce soit après Mobutu. Il y a énormément de débats et de questions sensibles qui se posent autour des Grands Lacs. Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Est du Congo. Derrière ces questions, il y a bien évidemment des richesses qui sont extraordinaires. Et cette question des richesses, ou de ce qu'on appelle de manière un peu vague la malédiction des richesses, qui est beaucoup plus compliquée que cela. Et je pense l'un des enjeux aussi sur lequel le panafricanisme doit se positionner. Aujourd'hui, il est important de concevoir un autre modèle de développement. Il est important de concevoir la capacité à recycler à la fois l'humain et la nature de manière différente, de sortir de l'économie de pillage et de prédation et de rationaliser, je pense, un certain nombre de pratiques. Et cette rationalisation-là, elle ne peut se faire que dans le cadre de structures organisées avec des compétences politiques, économiques, scientifiques et culturelles. On a 53 États, on a 1 milliard d'habitants, on a des millions et des millions de scientifiques, de diplômés, de cerveaux, d'intellectuels. Je pense que l'Afrique devrait, avec une volonté politique, avec un objectif politique, être en mesure d'assurer son autosuffisance. Parce qu'il n'est pas normal que des intérêts non africains viennent en Afrique pour y construire les bases de leur propre souveraineté alimentaire hors de l'Afrique, tout en sachant qu'en Afrique, on a des émeutes de la faim assez régulières. Donc il y a bien évidemment une responsabilité totale des pouvoirs qui sont en place ou qui sont bien souvent maintenus en place depuis l'étranger. Il y a sans doute aussi une responsabilité des intellectuels qui, je pense, à un certain moment, au niveau des générations, n'ont peut-être pas transmis ce sentiment de lutte, puisque lorsqu'on regarde le panafricanisme de combat, on se rend compte qu'il y a quand même des décennies de vide qui ne peuvent pas que s'expliquer par le fait qu'à un moment, il y a une décapitation de tout le courant radical panafricaniste. Je crois que nous sommes tous soumis, même ici, même au sein de la Ligue panafricaine Umoja, nous pouvons être soumis à des pressions, à des incitations. Et je pense que l'intégrité de notre démarche et la certitude que nous allons dans le sens de l'histoire, c'est réellement ce qui doit nous amener à ne pas abandonner la lutte. Nous allons dans le sens de l'histoire. Les populations ne peuvent que reconnaître que depuis 50 ans, il y a un échec total des politiques qui sont mises en place. Dans la plupart des États africains, depuis 50 ans, il n'y a quasiment pas eu d'hôpitaux ou d'écoles de construites, alors qu'on sait que nous avons une pression démographique incroyable. Il y a une absence totale de l'Afrique sur la scène internationale. Les Africains se font massacrer en Inde ou ailleurs. Il n'y a aucune voix qui s'élève sur le continent africain. Il n'y a aucun dirigeant africain qui a cette légitimité à parler au nom de l'Afrique. Et cela parce que nous voulons aussi sortir de cette vision de la personnalité éminente. Nous voulons fonctionner sur le mode du collectif. Nous voulons donner du pouvoir à la base. Nous estimons que le grand défi politique,
c'est de ramener le pouvoir de là où il est, c'est-à-dire Washington, Londres ou Paris, au faubourg de Bangui, au faubourg de Kidal, à Chibok, etc. Parce que c'est là que le vrai pouvoir doit se situer, c'est au niveau de la population. D'où l'importance d'organiser les choses, de construire des réseaux, de créer des sections, des sous-sections, de ramener la population et le maximum de personnes de bonne volonté vers nous. Et d'une manière ou d'une autre, ceux qui s'opposent, à un moment ou à un autre, finiront soit par nous rejoindre, soit par déserter. Et lorsqu'ils déserteront, nous ferons en sorte qu'ils aient le moins de possibilités d'exil possibles en dehors de l'Afrique. Merci Hamzat. Complément, d'abord pour revenir au propos d'Hamzat de départ, en fait, Mandela, la sortie de prison, c'est 90 en fait. C'est 94, c'est plutôt l'élection. Le Parlement africain, et voilà encore une des tares de certains de nos dirigeants, le Parlement africain est une très bonne chose. Sauf que lorsqu'il a été mis en place, c'est l'Afrique du Sud qui payait les députés. Donc on signe des textes et après on ne veut pas respecter les engagements. On est prêt à y envoyer des députés, mais après on est aux abonnés absents lorsqu'il faut passer à la caisse. Et ça c'est une de nos problématiques. Pendant ce temps, effectivement, la fameuse bonne gouvernance, bon, on en parle plus ou moins. Donc, si on veut réellement aller de l'avant, lorsqu'on signe des textes, on doit s'engager, on doit les respecter. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le problème des traitements des députés africains a été réglé ou pas, ou si c'est toujours l'Afrique du Sud qui paye. Concernant Chavez, Chavez est arrivé au Mali il y a quelques années et il a rappelé aux populations maliennes et africaines qu'il avait de l'ascendance noire, notamment par sa grand-mère. Il a rappelé qu'il était chez lui au Mali. Il a fait des choses très intéressantes au Mali. Il a fait effectivement il a écrit une lettre dont Hamzat Boukari Yabara a parlé. Mais à sa mort, combien de chefs d'État africains sont allés lui dire au revoir? On a vu le président de Haïti, Michel Martelly, qui se réclame comme libéral, mais qui a bénéficié des subsides de Chavez, qui a bien compris que tout libéral qu'il était, il n'avait pas du tout à compter sur ses amis libéraux à travers le monde pour l'aider à faire avancer Haïti. Mais c'est plutôt Chavez qui était à côté qui l'a fait. Donc il y a aussi cette carence. Nous, effectivement, les panafricanistes, les panafricains, nous ne sommes pas au pouvoir et on s'en rend compte. Parce que s'il y avait 2, 3 ou 4 chefs d'État panafricanistes sur le continent, ils auraient envoyé des délégations fortes ou seraient allés d'eux-mêmes dire au revoir à Chavez. Comme on a vu en 2004, lorsque Haïti a fêté les 200 ans de son indépendance, le seul chef d'État qui se soit déplacé était le président sud-africain, Thabo Mbeki. Il est issu d'un mouvement de libération très important, l'ANC, et il connaît le sens de l'histoire. Il sait ce que Haïti représente pour tout le peuple africain.